Merci de vous être connecté ce soir. Donc, en fait, à la demande de la présidente de l'URML, je vais vous faire une présentation ce soir sur la vaccination Covid, mais la vaccination avec les vaccins qui ne sont pas des vaccins à ARN messager. Effectivement, ça fait partie de l'actualité vaccinale. Donc, je vais vous présenter voilà, quelques diapos sur le sujet et puis après, on pourra en discuter tous ensemble et j'essaierai de répondre à vos questions, même si vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses qui sont pas faciles enfin, il y a un certain nombre de questions encore qui sont pas résolues. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, Alors, ok, donc deuxième diapo. Voilà, alors là, sur cette diapositive, j'ai fait une copie d'écran de la situation là au 2 février de l'utilisation des 4 vaccins qui sont actuellement commercialisés et utilisés en France contre la Covid-19. Et vous voyez qu'il y a un déséquilibre évident entre les utilisations. Celui qui est là, qui est le plus utilisé, plus de 82 millions de doses administrées, c'est le Comirnaty, c'est le vaccin de Pfizer BioNTech. Ensuite, on a le vaccin Moderna, 12 millions de doses. AstraZeneca, presque 8 millions de doses. Et puis finalement, le moins utilisé, c'est le vaccin de Janssen à 1 million de doses. J'ai pas retrouvé l'équivalent récent pour la Martinique, mais en Martinique, on n'a jamais eu de Moderna et on a utilisé très majoritairement aussi le vaccin de Pfizer. Alors, comment est-ce que, pour commencer, essayons de voir qu'est-ce qu'on connaît de la vaccination anti-Covid aujourd'hui, quelles sont les sortes de vaccins accessibles et finalement, comment est-ce qu'on s'y retrouve dans la classification de la vaccination. Alors, simplement un petit rappel très basique, finalement, la vaccination, c'est une démarche qui consiste à apprendre au système immunitaire à connaître et ensuite à reconnaître un agent pathogène. Et cette action permet d'obtenir une immunité protectrice et donc effectivement de euh, euh, permettre soit d'éviter complètement une infection, soit si l'infection survient, d'en éviter soit les manifestations cliniques tout court, soit les formes graves. Et donc ça repose sur la mise en place d'une mémoire immunitaire. Alors, lorsqu'on regarde en dessous, vous avez le vaccin, le virus SARS-CoV-2 qu'on commence à bien connaître maintenant, avec notamment à sa surface un certain nombre de protéines, dont la protéine Spike en bleu sur ce schéma. Et cette protéine Spike, c'est la cible principale de l'immunité protectrice contre les coronavirus en général et donc contre le SARS-CoV-2 en particulier. Alors, la manière peut-être un peu nouvelle d'envisager la classification des vaccins, c'est ce que j'ai essayé d'indiquer sur ce schéma. Donc, on a une préparation vaccinale et finalement, cette préparation vaccinale aujourd'hui, soit elle est constituée d'un ou plusieurs antigènes, soit elle est constituée d'acides nucléiques. Et dans ce cas-là, ces acides nucléiques vont induire la synthèse de l'antigène qui nous intéresse, contre lequel on souhaite s'immuniser, par nos propres cellules, par les cellules de l'hôte. Toutes les autres situations, en fait, on va administrer directement l'antigène, alors avec des techniques anciennes, lorsque c'est le cas de, par exemple, avec les vaccins vivants atténués, comme celui qu'on utilise contre la fièvre jaune, les vaccins, les virus entiers inactivés, ça on en utilise de moins en moins, mais historiquement ça a été très important. Les sous-unités protéiques, et donc dans l'exemple du SARS-CoV-2, eh bien c'est la protéine spike isolée qu'on va administrer, on va revenir dessus, puisque là on a déjà un vaccin maintenant commercialisé qui est le vaccin de Novavax, le Nuvaxovid, des vaccins qui forment des pseudo-particules virales. Donc, ça ressemble à un virus à l'extérieur avec les petites protéines à la surface, mais à l'intérieur, il n'y a pas de matériel génétique. Donc ça, c'est ce qui est actuellement en cours de développement. Par exemple, un vaccin inactivé, on n'en a pas en Europe, mais
le premier vaccin chinois commercialisé est un vaccin inactivé. Et à côté de ça, on a les nouvelles technologies où c'est plus l'antigène qu'on va administrer, mais donc des acides nucléiques. L'ARN messager, maintenant, en tout cas, cette technologie est depuis un an bien connue. Et donc, on a actuellement 2 vaccins commercialisés, utilisables, celui de BioNTech Pfizer et celui de Moderna. Et puis, on a des vaccins ADN, où là, on se sert d'un transporteur, un vecteur viral. Et pour le Covid, les vecteurs viraux utilisés sont tous des adénovirus qui vont transporter l'ADN et qui vont permettre à partir de cet ADN de fabriquer la protéine spike. On va revenir dessus. Donc finalement, on voit qu'on a, puisque le sujet de ce soir, c'est les vaccins qui ne sont pas les vaccins ARN messagers, on voit qu'on a accessible une sous-unité protéique et puis les vaccins vecteurs viraux et en particulier celui de Janssen. Alors, on va dire un mot finalement du plus récent, puisque le Janssen, on avait déjà eu l'occasion d'en parler il y a quelques mois. Et donc, le plus récent, c'est le vaccin donc, de la firme Novavax. Alors, vous avez sur ce schéma représenté la manière dont ce vaccin est fabriqué. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de fabriquer la protéine spike. Pour ça, on va isoler le gène qui code pour cette protéine. On va un peu la modifier. Ça, c'est de l'ingénierie de biochimie. L'intégrer dans un baculovirus qui va aller infecter des cellules qui sont des cellules d'insectes. Donc tout ça, ça se fait au laboratoire. L'ADN va être transcrit en ARN, l'ARN va être traduit en protéines, ces protéines vont s'exprimer à la surface. Et puis, donc, on ne va pas injecter les protéines comme ça toutes seules, parce que vraiment, ça aurait peu de chances de marcher, mais on va les fixer sur un espèce de noyau qui est un polysorbate 80, qui va permettre de fixer ces protéines pour faire ces espèces de rosettes, et c'est sous cette forme-là que le vaccin est administré. On sait que les vaccins qui sont constitués uniquement de sous-unités protéiques, eh bien, sont peu immunogènes. Et notamment que finalement, ces vaccins-là, quand on les administre, ça va être très peu reconnu par notre système immunitaire et donc on n'aura pas de déclenchement de l'immunité innée, qui est le préalable indispensable à la mise en place d'une immunité mémoire et d'une immunité adaptative. Donc pour ça, on est obligé d'associer au vaccin des adjuvants et celui qui est utilisé dans le vaccin de Novavax s'appelle Matrix M. Alors cet adjuvant Matrix M, alors c'est finalement un ingrédient assez naturel puisqu'on l'extrait d'une écorce d'un arbre qui produit la saponine. Donc en fait, on fait 2 extraits, A et C. On va mélanger ça avec des phospholipides, du cholestérol, et donc ça va former ces sphères que vous voyez ici. Et donc ces sphères que vous voyez ici sont des adjuvants très puissants, c'est-à-dire que quand on les injecte avec le vaccin, les sphères sont reconnues par notre système de défense de première ligne et ça va entraîner une inflammation et donc l'ensemble de la réponse innée qui va être indispensable à la bonne reconnaissance des antigènes vaccinaux. Alors, ce vaccin, donc, il est composé de la protéine spike telle qu'on vient de la voir en rosette et de l'adjuvant Matrix M. Pour l'instant, la présentation, comme les autres vaccins, c'est un flacon multidose. On a 10 doses de 5 millilitres. Il n'y a pas de reconstitution à faire ni de dilution à faire. On l'utilise directement. Un de ses avantages, c'est que comme les autres vaccins de ce type, eh bien, ils se conservent à la température du réfrigérateur, en tout cas tant qu'on n'a pas prélevé la première dose. Une fois qu'on a prélevé la première dose, il se conserve encore 6 heures entre 2 et 25 degrés. Donc on a quand même la nécessité, même si la conservation est plus facile, une fois qu'on a entamé un flacon, d'avoir 10 personnes à vacciner dans la demi-journée. L'Agence européenne du médicament donc, a défini son indication, c'est celle qui est indiquée ici, immunisation active afin de prévenir la Covid-19 causée par le SARS-CoV-2 chez des personnes âgées de 18 ans et plus, donc uniquement chez les majeurs.
Et donc, la primo-vaccination, c'est 2 doses à 3 semaines d'intervalle. Donc là, c'est exactement comme le Moderna ou comme le Pfizer. L'injection est intramusculaire, ça, il n'y a pas de particularité. Les contre-indications, c'est habituel, c'est les allergies à un des constituants, donc à l'adjuvant, à la protéine et puis aux excipients. Donc, je vous ai mis en ce petit cadre la liste des excipients et donc j'ai surligné le polysorbate 80 qui est une substance qu'on retrouve dans beaucoup de médicaments et qui est parfois une substance responsable d'allergies. Et donc, il faut savoir que, comme d'ailleurs les vaccins à vecteurs viraux, que ce vaccin contient du polysorbate. On a décrit d'une manière générale des réactions allergiques avec les vaccins anti-Covid, d'ailleurs avec tous les vaccins, d'où la précaution de surveiller les personnes 15 minutes après l'injection. Dans les essais thérapeutiques qui ont eu lieu, il n'y a eu aucun cas d'anaphylaxie, mais il n'y a eu que quelques dizaines de milliers de personnes qui ont été vaccinées dans ces essais. Il y a un point de précaution avec l'administration des autres vaccins. Pour la plupart des autres vaccins, on n'a aucune donnée. Il y a eu des études avec les vaccins antigrippaux et on a observé une diminution de la quantité d'anticorps neutralisants lorsque les 2 vaccins étaient co-administrés. Pour l'instant, on ne sait pas si ça a une incidence clinique et une incidence sur l'efficacité clinique, mais en tout cas, pour l'instant, en plus, on est sorti là de la période de vaccination, mais il faut garder ça en tête. Il y a un point à éclaircir. Pour grossesse et allaitement, pas de données, donc pour l'instant, ce n'est pas recommandé. Alors, en termes d'efficacité, on est sur une efficacité plutôt bonne, voire même très bonne, sur les études qui ont été menées. Donc, on voit ici sur cette courbe de Kaplan-Meier, en bleu le placebo, en orange le vaccin, et on voit que à partir de au-delà de la 2e semaine, on commence à voir apparaître un effet et on voit que chez les personnes vaccinées, il n'y a quasiment plus de Covid qui survient. Lorsqu'on regarde l'efficacité globale, elle est de 90%. Donc, c'est l'efficacité pour prévenir les formes symptomatiques, qu'elles soient modérées ou graves. On voit que dans différentes sous-catégories de population, en fonction de l'âge, du sexe, des groupes ethniques, du pays, etc., on voit qu'en gros, on a peu de variation de l'efficacité et qu'on a une efficacité donc autour de 90%. Dans les études qui ont été publiées, l'efficacité pour prévenir les formes graves était de 100%, mais avec des effectifs relativement faibles. Donc, finalement, en termes d'efficacité, sur les études cliniques, et ça c'est un point qui est important, on reviendra dessus, on n'a aucune expérience de ce vaccin en vraie vie. Vous vous souvenez, le vaccin de chez Pfizer, on a eu les essais cliniques qui sont sortis en décembre, il y a un peu plus d'1 an. C'était à peu près sur les mêmes effectifs, mais très rapidement, on a eu les données en vraie vie en Israël et dans d'autres aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et donc du coup, on a eu des effectifs très vite beaucoup plus importants. Alors que là, ce n'est pas du tout le cas. Autre point important pour discuter de l'efficacité, c'est que ces études ont été faites à un moment où on n'avait ni variant Delta, ni variant Omicron. Et on reviendra sur ce point tout à l'heure. En termes de tolérance, on n'a pas de mauvaise surprise dans le cadre des essais thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on a des effets indésirables qui sont plus fréquents après la 2e dose, qui sont moins fréquents chez les plus de 65 ans et qui sont les effets attendus. Donc principalement les effets au niveau du site d'injection et les effets généraux, vous voyez, maux de tête, myalgie, asthénie, sensation de malaise, nausée. Et ça survient, c'est plus fréquent après la 2e injection. Et donc, des choses qui ont l'air de ressembler beaucoup à ce qu'on connaît avec les autres vaccins. Alors, un des problèmes actuels avec ce vaccin, donc on voit qu'en théorie, les voyants sont plutôt au vert en termes d'efficacité, de mode de fabrication qui est un mode qui est utilisé pour beaucoup d'autres vaccins.
Le problème, c'est qu'on a beaucoup de données manquantes. En général, on a des données qui sont encore limitées sur l'interchangeabilité de ce vaccin avec les autres vaccins Covid-19. On en reparlera on en dira un mot tout à l'heure. On n'a pas de données comparatives d'efficacité avec les autres vaccins. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de toute façon d'essais thérapeutiques comparant les autres vaccins, mais on a pu quand même comparer l'efficacité de certains vaccins avec des méthodologies particulières. Là, on n'a aucune donnée. Concernant l'immunogénicité, on n'a aucune donnée d'immunogénicité à plus long terme et le suivi le plus long, c'est 2 mois après la deuxième dose. Pas de données chez la femme enceinte, pas de données non plus sur ce qui se passe en cas d'échec vaccinal. Les études chez les enfants sont en cours, mais pour l'instant, on n'a aucune donnée. Sur l'efficacité vaccinale, dans les études, il n'y avait pas d'immunodéprimés, pas de femmes enceintes, pas de femmes allaitantes, pas de personnes de moins de 18 ans. On n'a aucune donnée sur les formes asymptomatiques et sur la transmission, donc on ne sait pas du tout quelle est l'efficacité pour éviter les formes asymptomatiques et pour bloquer la transmission. Donc pas de données dans le long terme, aucune donnée, et ça je dirais que c'est le point le plus gênant actuellement, aucune donnée sur les virus qui circulent actuellement, c'est-à-dire Delta et Omicron. Pas de données d'efficacité sur les schémas hétérologues, j'en ai parlé. Pas de données non plus concernant le rappel, que ce soit d'ailleurs après une primo-vaccination avec ce vaccin-là ou avec d'autres vaccins. Il y a 0 étude sur le rappel. Et donc toujours la question que j'ai évoquée sur le vaccin antigrippal. Concernant la tolérance, donc on a plutôt des bonnes données de tolérance, mais finalement le plus long qu'on a, c'est 6 mois, et c'est des études de phase 1. On a donc, comme on l'a dit aussi en termes de tolérance, pas de données chez les femmes enceintes. Et finalement, voilà, les données de tolérance à moyen terme et chez les enfants sont totalement manquantes. Et puis notamment, on n'a bien sûr pas du tout encore les données de tolérance à grande échelle, celles qui nous ont permis de détecter des effets indésirables graves mais rares avec les vaccins qu'on utilise déjà. Alors donc l'HAS début janvier s'est prononcé sur la place de ce vaccin dans la stratégie vaccinale. Donc on reverra comme dernière diapositive le positionnement de l'ensemble des vaccins. Mais donc finalement c'est un vaccin qu'on peut utiliser en primo-vaccination chez les adultes, refusant les autres types de vaccins. On peut aussi l'utiliser pour poursuivre une primo-vaccination qu'on aurait débuté avec un vaccin à ARN, par exemple, et pour lesquels un effet indésirable grave contre-indiquerait la poursuite avec ce vaccin, et donc on pourrait continuer avec ce vaccin. Pour l'instant, aucune indication dans le cadre d'un rappel, ni chez les femmes enceintes, et une attention avec le vaccin antigrippal. Donc ça, c'est le Nuvaxovid, c'est le vaccin de la firme Novavax, vaccin à sous-unité protéique. Alors, revenons un peu dans le passé. Finalement, l'autre vaccin non-ARN messager qu'on peut utiliser actuellement, c'est le vaccin de chez Janssen. Donc, vous avez le principe de son fonctionnement. On insère donc dans un adénovirus non réplicatif qu'on a modifié pour qu'il ne se réplique plus. Donc, c'est vraiment un transporteur, c'est une espèce de valise qui va transporter donc de l'ADN capable de coder pour la protéine Spike. Donc le virus va être injecté, il va rentrer dans la cellule, il va en fait suivre son cycle habituel. Le virus va, en tout cas l'ADN du virus va se retrouver dans le noyau de la cellule. L'ADN va être transcrit en ARN messager. L'ARN messager va être traduit en protéine et puis c'est la cellule qui va fabriquer la protéine S. Donc finalement, c'est un mécanisme très proche de l'ARN messager puisque pour les vaccins ARN messager, on injecte l'ARN messager qu'on retrouve ici, mais là, on injecte une espèce de valise qui va faire un peu le même travail. Alors, donc ce vaccin Janssen, on l'a eu assez tôt, enfin, dans les semaines qui ont suivi le vaccin ARN messager. Ça, c'est une diapo que
je vous avais déjà présenté que je n'ai pas modifié, c'était les données initiales. Alors à cette époque-là, ce vaccin ADN, ce vaccin à adénovirus, on ne l'utilisait qu'avec qu'une seule dose et c'était son intérêt. On voyait qu'en termes d'efficacité, on faisait un peu moins bien que l'ARN messager, on était à 66% d'efficacité pour prévenir les formes symptomatiques et on montait à une efficacité de 90%, 93% pour éviter les formes graves et on avait une tolérance qui était superposable à ce qu'on connaît avec les autres vaccins. Quelques mois plus tard, maintenant, en janvier 2022, les choses ont changé. On s'est rendu compte que finalement, l'administration d'une seule dose, c'était insuffisant, notamment avec les variants qui nous concernaient maintenant. Et donc, maintenant, la primo-vaccination, c'est 2 doses. Ces 2 doses, alors, le délai d'administration de ces 2 doses n'est pas encore complètement fixé. Dans les études, l'intervalle entre ces 2 doses était de 4 semaines. Mais il y a des recommandations maintenant internationales et nationales, vous le verrez, qui conseillent dans ce cas-là de faire les 2 doses à 8 semaines d'intervalle, à 2 mois d'intervalle. On voit qu'en tout cas, avec une primo-vaccination 2 doses, alors pas sur Omicron, mais sur les variants précédents, on obtient une efficacité de 72% pour prévenir les formes symptomatiques, donc une efficacité moins bonne qu'avec les ARN messagers ou avec le Novavax, mais quand même tout à fait acceptable. Par contre, on n'a pas d'efficacité pour prévenir les formes asymptomatiques. Il y a des études qui ont regardé ce que donnait ce vaccin si on l'utilisait en rappel, donc après une primo-vaccination, soit par vaccin Janssen, soit par d'autres vaccins. On voit qu'on a un boost de l'immunogénicité, mais que ce boost est moins bon que celui qu'on obtient avec les vaccins à ARN messager. En termes de tolérance, donc on a vu la tolérance immédiate est tout à fait bonne. On a eu la mauvaise surprise de voir apparaître une complication très rare, mais potentiellement très grave, puisqu'il y a eu des décès, ce syndrome de thrombose associé à une thrombopénie. Donc, qu'est-ce qu'on sait de ce syndrome aujourd'hui très, très schématiquement? Donc, on ne l'a décrit qu'avec les vaccins à vecteurs viraux, c'est-à-dire celui de Janssen, celui d'AstraZeneca. On sait maintenant que la physiopathologie repose sur l'existence d'anticorps de type IgG qui vont reconnaître le PF4, qui est un facteur présent à la surface des plaquettes, que ça va entraîner une activation des plaquettes et une activité procoagulante. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on observe lors de la thrombopénie à l'héparine, mais c'est pas la même chose et l'épitope que reconnaît l'immunoglobuline est différent de celui de la thrombopénie à l'héparine. D'ailleurs, au niveau biologique, c'est indépendant de l'héparine. Et on pense que c'est en fait, il y a une modification de l'aspect du récepteur PF4 qui est due à une interaction avec le vecteur à adénovirus et pas avec la protéine spike. On a beaucoup de mal à mesurer l'incidence de survenue de ce syndrome. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est rare. Aux États-Unis, il a été estimé à une survenue de une fois sur 3,8 millions de doses. On avait identifié des facteurs de risque, notamment au début, quand ce syndrome a été décrit, qu'on l'observait plus fréquemment chez les femmes et chez les personnes jeunes. Mais en fait, c'était aussi les personnes qu'on avait commencé à vacciner avec ces vecteurs viraux. Et donc, finalement, ce facteur de risque, notamment lié à l'âge, paraît moins évident maintenant. Les manifestations cliniques, ce sont à la fois des thromboses artérielles et veineuses, thromboses qui peuvent survenir sur des territoires classiques, mais en fait, ce qui est particulier, c'est que ces thromboses surviennent le plus souvent sur des territoires inhabituels, que ce soit intra-abdominal ou que ce soit au niveau cérébral. Le délai médian après la vaccination du diagnostic, c'est 14 jours. Les extrêmes, c'est de 5 à 48 jours. Donc, c'est relativement précoce. Et lorsqu'on arrive à reconstituer vraiment le début des symptômes, c'est plutôt entre 5 et 10 jours. Sur le plan biologique, il y a une thrombopénie, c'est compris dans la définition, une baisse du fibrinogène, une élévation des dédimères et la recherche des anticorps anti-PF4 est positive.
Le traitement repose sur une anticoagulation, plutôt des anticoagulants oraux, et l'administration d'immunoglobulines par voie intraveineuse. C'est une complication très rare. Ce qui est important, c'est de la connaître pour pouvoir finalement la prendre en charge rapidement, car c'est ça qui va permettre d'améliorer le pronostic. Finalement, les personnes qui sont décédées sont des personnes chez lesquelles le diagnostic a été fait assez tardivement. Alors, comment est-ce qu'on peut résumer tout ça? C'est la dernière diapositive. Quelle est aujourd'hui finalement la stratégie d'utilisation des différents types de vaccins telle qu'elle est recommandée par la Haute Autorité de Santé? Premier point, il faut être très très clair. Le premier choix, c'est les vaccins à ARN messager. Ce n'est pas le sujet pour ce soir, mais les vaccins ARN messagers sont les plus efficaces, les mieux tolérés et ceux pour lesquels on a le plus de données et d'efficacité et de tolérance. Et donc, le premier choix, c'est de faire une primo-vaccination et un rappel avec ces vaccins à ARN messager. Et si on a commencé avec d'autres vaccins, il faut terminer et continuer avec des vaccins à ARN messager. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on est réunis ce soir si c'est les vaccins à ARN messager qui sont qui sont les meilleurs à tout point de vue? C'est qu'il y a des personnes qui refusent spécifiquement les vaccins à ARN messager ou d'autres personnes, beaucoup moins nombreuses, qui ont eu une réaction d'intolérance grave à la suite de la première injection de vaccin à ARN messager et pour lesquelles une autre injection est soit contre-indiquée, soit on est dans une situation où la personne a peur d'avoir une nouvelle injection avec le vaccin ARN messager, même si les données cliniques sont rassurantes, et donc du coup on se retrouve dans une situation de blocage. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est recommandé? Alors c'est en fonction de l'âge. Chez les personnes âgées de 55 ans et plus, on peut faire la primo-vaccination, soit avec le Janssen, soit avec le Novavax. Cette primo-vaccination, avec le Janssen, c'est 2 doses à 2 mois d'intervalle. Le Novavax, c'est deux doses à 3 semaines d'intervalle. Chez les personnes de moins de 55 ans, normalement, on ne doit pas utiliser le vaccin Janssen à cause du risque accru du syndrome de thrombose avec thrombopénie. Donc, on va plutôt utiliser le Novavax. Si le Novavax n'est pas disponible ou s'il y a une autre difficulté, on peut utiliser le Janssen, mais vous voyez, ce qui est écrit par l'HAS, c'est préférer le recopier intégralement. Ça ne peut se faire que dans le cadre d'une décision médicale partagée, après avoir apporté aux personnes concernées une information claire sur la connaissance des risques liés à l'administration de ce vaccin, en particulier sur la survenue de cas graves de syndrome de thrombose associé à une thrombopénie rapportée dans les 3 semaines suivant la vaccination. Ensuite, le rappel, donc le rappel tel qu'on le conçoit actuellement, c'est-à-dire 3 mois après une primo-vaccination par vaccin à ARN messager. Chez les plus de 55 ans, on peut faire le Janssen. Chez les moins de 55 ans, on ne fait pas le Novavax parce qu'on n'a aucune donnée sur le rappel. Donc, on peut proposer le Janssen, mais toujours avec les limites importantes qu'on vient de voir. Pour l'instant, dans ce que recommande l'HAS, lorsqu'on a eu une primo-vaccination complète, c'est-à-dire 2 doses de Janssen, ou une primo-vaccination complète Novavax, c'est-à-dire 2 doses de Novavax, eh bien, on n'a pas de données ni d'informations sur ce qu'on doit proposer comme rappel après ces primo-vaccinations. Donc, probablement, ces données vont arriver dans les semaines et dans les mois qui viennent, mais c'est vrai que le fait que le Novavax n'ait toujours pas été utilisé à très grande échelle va faire que des données qu'on avait eues très très rapidement avec les premiers vaccins, ben là on risque d'avoir besoin de mois ou d'années pour avoir le même type de données. Donc voilà, je pense qu'il n'y a plus de diapo, non, il n'y a plus de diapo. Voilà ce que je voulais vous montrer ce soir, et puis ben on peut ouvrir la discussion.
Alors, tous les micros sont fermés. Alors, on peut aussi regarder le chat, si vous préférez. Comme vous voulez. Donc, enfin, si vous voulez finalement, pour lancer un peu la discussion, c'est vrai que scientifiquement, aujourd'hui, on n'a aucune raison d'utiliser autre chose que des vaccins à ARN messager. Donc, la possibilité d'utiliser d'autres vaccins est liée à quelque chose qui prend une dimension politique et qui peut aider à améliorer la couverture vaccinale dans un territoire donné et puis aider des personnes soumises à l'obligation vaccinale qui seraient complètement hostiles à recevoir un vaccin euh, ARN messager. Alors, je ne sais pas comment vous voyez ça, parce que c'est typiquement en plus donc des vaccins qui peuvent s'administrer dans vos cabinets. Moi, j'aurais deux questions à poser. Je vais me faire l'avocat du diable, puisqu'on a des informations un petit peu qui viennent un petit peu partout. Est-ce que vous pourriez me rappeler, en tout cas, Monsieur Cabier, je suis désolée, hein, ça peut paraître enfin, primitif ou primaire de la part d'un médecin. Alors, je me présente, hein, docteur Dispagne, médecin gynécologue. Euh, la protéine, d'abord, la protéine spike, enfin, sécrétée par le biais de Novavax, est-ce que quelle est la différence avec celle sécrétée entre guillemets par enfin le vaccin Pfizer? Oui, les autres. Alors effectivement, la différence énorme, c'est que finalement, cette fabrication de la protéine, elle ne se fait pas dans notre organisme avec Novavax. On fait ces manipulations au laboratoire. La D'accord, protéine, elle est produite, fabriquée au laboratoire. Après, la protéine elle-même, c'est quasiment la même. C'est-à-dire que, enfin, après, il y a des toutes petites différences, mais c'est la protéine spike trimérique, c'est-à-dire en fait, elle est constituée de trois constituants, un peu qui forment comme une tulipe, et elle reste dans cette forme-là ouverte parce que après, dans l'évolution, au cours du cycle du virus, elle se modifie, mais en fait, tous les vaccins actuellement fabriqués euh, euh, reposent sur la même protéine spike. Vraiment, la différence, c'est que les vaccins à ARN ou les vaccins vecteurs viraux comme le Janssen, c'est nos cellules qui vont fabriquer la protéine, alors que pour le Novavax, la protéine est fabriquée au laboratoire et on l'injecte accroché sur ce petit noyau de polysorbate. d'accord. Donc la protéine donc du Novavax est une protéine artificielle entre guillemets synthétique, c'est ça? Oui, alors oui et non, parce que vous avez vu, la manière dont on fabrique une protéine, c'est exactement la même que ce que fait nos cellules. C'est-à-dire qu'on va demander à une cellule d'insecte en l'occurrence, mais c'est une cellule qui a le même aspect que nos cellules, on va demander à une cellule de fabriquer les protéines. Donc, c'est pas une synthèse comme on synthétise un composé chimique de manière totalement artificielle. En fait, c'est exactement le même processus, mais ça, c'est un processus qu'on utilise depuis D'accord. plusieurs dizaines d'années. Quand on veut fabriquer une protéine, la meilleure façon qu'on a de le faire, c'est de demander à des cellules de le faire. Alors, soit on utilise des bactéries, soit on utilise des levures, soit on utilise là, comme c'est le cas là, des cellules d'insectes. Mais voilà, peu importe finalement la machinerie cellulaire qu'on utilise, mais en tout cas, c'est une fabrication qui est du même type que celle que nous faisons nous avec nos propres cellules. Et ma deuxième question, il peut y avoir polémique, c'est le problème entre guillemets des nanoparticules. Alors, c'est une très bonne question que vous posez parce que faut arrêter définitivement avec ça. Voilà.
Parce que nanoparticules, on l'utilise à tort et à travers et avec des significations très très différentes. Là, dans le cadre des vaccins, c'est vrai qu'en plus pour les vaccins à ARN messager, on avait parlé au début de nanoparticules qu'on a arrêté assez vite. Ce sont en fait des, euh, des, des composés. Pour les vaccins ARN, c'est une petite boule de graisse. Là, vous avez vu, c'est une espèce de petite rosette qui est en gros de la taille d'une dizaine, d'une cinquantaine de nanomètres. C'est pour ça qu'on parle de nanoparticules. Mais ça n'a strictement rien à voir avec le terme nanoparticules utilisé notamment dans l'électronique, dans les microprocesseurs, et dans tout ça, ça n'a rien à voir. C'est juste, ça indique juste la taille. Et c'est vrai que c'est une prouesse technologique que d'arriver à fabriquer des composés, que ce soit la petite gouttelette de graisse ou là la petite rosette de protéines, de cette taille-là. Mais c'est tout ce que ça dit. Et ça n'a strictement rien à voir avec tous les fantasmes qu'il peut y avoir sur les nanoparticules. Et c'est pour ça que je conseille de ne pas utiliser ce terme qui n'apporte strictement rien, parce que voilà, ça ne veut rien dire à part indiquer la taille du vaccin, et ça sème beaucoup de doutes. Merci Alors, beaucoup. Aurélie Mathie me demande s'il y a d'autres vaccins qui utilisent la même technique. Et donc oui, bien sûr. Alors il y a le vaccin il y a le vaccin contre le papillomavirus qui utilise quasiment la même technique. Alors pas complètement, puisque en fait les protéines, quand elles sont produites dans la cellule, elles vont elles-mêmes s'auto-assembler pour former une petite sphère. Donc on n'a pas besoin d'accrocher les protéines sur du polysorbate. Mais autrement, tout le système de fabrication est le même et on utilise aussi un adjuvant. Les vaccins contre l'hépatite B de dernière génération sont aussi fabriqués comme ça. Donc ça, c'est vraiment des technologies, fabriquer ces protéines, après les, les, les accrocher sur un support ou faire qu'elles s'auto-assemblent, ça c'est des choses qui sont faites depuis longtemps et c'est un des intérêts de ce vaccin, même si on n'a pas le recul des vaccins ARN messagers. Ce qu'on a comme recul, c'est que ça fait maintenant longtemps qu'on fabrique des vaccins qui sont utilisés très largement avec le même type de technologie. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres interventions? Comment vous voyez les choses là? Est-ce que parce que bon voilà, j'ai essayé de vous donner, ben, comme d'habitude, les informations dont on dispose de la manière la plus factuelle possible. Et donc voilà, est-ce que là, avec ce qu'on a comme information, est-ce que vous pensez que vous allez voilà, est-ce que dans votre patientèle, vous avez des patients qui vous pensez vont pouvoir bénéficier de ces vaccins? Est-ce que vous pensez que vous allez promouvoir ces vaccins? Comment vous voyez les choses? Personnellement, en tant que médecin, que gynécologue obstétricienne, bon, c'est évident que ce n'est pas ce vaccin que je vais promouvoir chez la femme enceinte, bien sûr. Mais enfin, bon, étant donné qu'on a un grand recul et je vous remercie, enfin, je remercie la consoeur d'avoir posé la question concernant l'HPV et vous de l'avoir éclairci. On sait que le vaccin anti-HPV a maintenant plus de 15 ans d'existence, si je me trompe pas, et que pour l'instant, il n'a pas été décrit de phénomènes délétères et que les cas de soi-disant sclérose en plaques ont été, je crois, comment on va dire ça, Oui, alors ça a non, été écarté. Alors justement, c'est ça, c'est enfin, ça, c'est ça. disons que par rapport une chose pour que les choses, pour essayer d'éclaircir bien les choses, il n'y a à ce jour aucun vaccin qui provoque des effets indésirables à long terme. Non.
il y a eu un certain nombre d'alertes par le passé, hépatite B, sclérose en plaques, autisme avec le vaccin ROR, etc. Il y a régulièrement des choses qui sortent. On en parle beaucoup. Une fois que les études sont faites pour savoir s'il y a vraiment un lien ou pas, on n'en parle plus généralement. Et là, en l'occurrence, pour toutes ces alertes, et c'est très bien qu'il y ait des alertes, pour toutes ces alertes, tous les liens ont été formellement écartés. Donc, il y a, et c'est d'ailleurs assez logique parce que quand vous voyez, en tout cas sur les vaccins de dernière génération, si on prend les vaccins ARN messagers qu'on utilise dans le Covid ou ces vaccins-là, eh bien, tout ce qu'on injecte, c'est que des produits biologiques, c'est que des substances qu'on est capable de fabriquer nous. Et tous ces produits vont être dégradés en quelques jours. Donc, il n'y a pas d'accumulation de produits, il y a, voilà, tout disparaît. La réponse immunitaire, tout ce qui doit être mis en œuvre se met en œuvre en quelques jours, et puis tout disparaît. Et donc vraiment, on peut affirmer qu'il n'y a pas d'effets indésirables à long terme qui surviennent avec les vaccins. Par contre, là où habituellement on a besoin d'avoir du recul de temps, c'est pour la détection des effets indésirables rares. Les effets indésirables rares, par définition, on ne les voit pas dans les essais cliniques, même si là, pour les vaccins, c'est des essais cliniques avec beaucoup de monde. Généralement, il y a 30-40 000 personnes inclus. Mais malgré tout, ce n'est pas suffisant pour voir un effet indésirable rare. Et donc, là, on a vécu l'année qui vient de se passer, beaucoup de choses inédites à tout point de vue. Et donc, ce qu'on a fait sur la vaccination aussi, c'était totalement inédit. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vacciné plus de la moitié de la planète en un an. Là, il y a plus de 60% des habitants de cette planète qui sont vaccinés contre la Covid. Alors, la répartition de ces personnes est totalement inéquitable. C'est un autre problème, mais en tout cas, voilà, on a vacciné, on a administré plusieurs milliards de doses. Et donc, ce qu'on met habituellement 5 ans, 10 ans à obtenir en nombre de doses administrées, et c'est ça qui permet de détecter d'éventuels effets indésirables rares, là, on a pu le faire en moins d'un an. Ce qui a permis de détecter à la fois ce syndrome de thrombose avec thrombopénie associé au vaccin adénovirus ou avec les vaccins à ARN messager, le problème de myocardite et de péricardite. C'est des effets indésirables rares et ils ne peuvent être détectés qu'avec un nombre suffisant de personnes vaccinées. Et donc, effectivement, là, avec le Novavax, on se trouve dans la situation où on n'a pas suffisamment de recul, de nombre de personnes vaccinées pour pouvoir détecter un éventuel effet indésirable non prévu, mais on a, pour nous, je dirais, pour l'utilisation de ce vaccin, le recul qu'on a avec les autres vaccins faits pour d'autres agents pathogènes. Alors, sur le chat, on demande est-ce qu'il est prévu que le vaccin Novavax soit disponible dans les centres de vaccination? Je ne sais pas répondre. Ce que je sais, c'est qu'il va plutôt être donné préférentiellement pour la ville, compte tenu de sa facilité de conservation. Après, au niveau de la Martinique, est-ce qu'un centre ou deux centres seront est-ce qu'on leur proposera d'avoir ce vaccin? Je ne sais pas. On n'en a pas encore. En tout cas, moi, je n'ai pas encore eu de retour de l'ARS à ce sujet. Qu'en est-il du vaccin en préparation par voie nasale? On est toujours dans les phases très, très, très précoces de développement. C'est une voie qui est effectivement très intéressante pour tous les virus respiratoires en général. Pour l'instant, on n'en est pas encore aux phases aux phases 3 d'études de l'efficacité à grande échelle. Alors, peut-on s'attendre à une efficacité moindre sur les variants Delta et Omicron, notamment sur la prévention des formes graves, où c'est difficile à anticiper? Alors, je dirais, comme ça, je répondrais les deux. C'est-à-dire que, alors, sur Omicron, on voit que une des caractéristiques d'Omicron, c'est d'être résistant à l'immunité, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit passive avec les anticorps monoclonaux, qu'elle soit active avec les vaccins.
Et notamment, avec les vaccins à ARN messager, on voit bien qu'on a perdu en efficacité sur la prévention de la transmission, sur la prévention des formes asymptomatiques. Alors, on a perdu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'efficacité, mais on a clairement perdu, on est passé à moins de 50%, alors qu'avec 2 doses plus le rappel, l'efficacité pour prévenir les hospitalisations et les formes graves est aux alentours de 85-90%. Donc, on a, à condition d'avoir 3 doses, on a cette efficacité. Avec le vaccin Janssen ou le vaccin Novavax, on n'en a aucune idée. Mais compte tenu de ce qu'on sait, c'est-à-dire que finalement, ce vaccin Novavax, c'est la protéine S, et comme ça a été dit tout à l'heure, c'est la même protéine S que celle qui est dans les autres vaccins, même si elle est administrée différemment. Il est hautement probable que, en tout cas vis-à-vis du Omicron, on ait une baisse importante d'efficacité. La question, c'est est-ce qu'on va avoir une efficacité, une baisse très importante qui, du coup, ne protégera pas contre les formes graves? Est-ce que ça va être comme avec les vaccins à ARN messager? Ça, on n'a absolument pas la réponse et c'est très, très difficile de l'anticiper. Après, là, on est un peu à un moment clé de l'épidémie, c'est-à-dire que vous avez vu que le taux d'incidence en Martinique avec la vague Omicron commence à décroître. Alors, on est quand même très, très haut, hein, donc on n'est pas encore tiré d'affaire, mais ça commence à décroître. Et donc, on commence à se demander qu'est-ce qu'on va avoir après le Omicron. Après le Omicron, on peut très bien avoir d'autres variants. Il est probable qu'on ait d'autres variants. Ça peut être des variants à nouveau beaucoup plus dangereux que ne l'a été le Omicron. Ça peut être à l'inverse des variants qui vont perdre encore de leur agressivité. Et ça, c'est impossible de dire aujourd'hui ce qui va se passer. Et du coup, c'est, je dirais, une raison de plus pour utiliser le vaccin ARN messager parce que c'est avec ces vaccins-là qu'aujourd'hui on a le plus de données et qu'on travaille le plus pour faire face à cette vague actuelle. Alors, Violaine Tisca demande l'état actuel de la vaccination des enfants de moins de 12 ans en Martinique. Alors, j'ai pas révisé parce que c'est que de l'ARN messager, donc j'ai pas regardé les chiffres. Je crois qu'il y a maintenant 3 centres peut-être plus, enfin en tout cas au moins 3. Et donc, on a commencé au tout début du mois de janvier au CHU en vaccinant une vingtaine, une trentaine maintenant d'enfants par semaine, un seul jour par semaine. C'est pas le même vaccin que chez l'adulte. Enfin, c'est le même vaccin, mais il est moins dosé, donc c'est un conditionnement différent. C'est aussi du multidose 10 doses, donc c'est compliqué parce qu'il faut qu'on fasse 10 par 10 les enfants. On arrive à faire 11 doses, donc voilà, 11, 22. Donc voilà, ça démarre, mais c'est pas, on peut pas dire que ce soit non plus un engouement considérable. Est-ce que vous trouvez que finalement l'accès là très très médiatisé en plus à ce vaccin Novavax ou le nouvel accès plus visible au vaccin Janssen, est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui va permettre d'avancer dans la vaccination ou est-ce que vous êtes un peu dans une situation d'attente de voir ce qui va se passer? Comment vous voyez les choses? Enfin, si je peux me permettre de reprendre la parole, moi je pense et j'espère que bon, ça va convaincre les gens sceptiques ou bien craintifs vis-à-vis de l'ARN messager, et non pas totalement à la vaccination, bah, ça va les convaincre de se faire vacciner. Bon, parce que de toute façon, il y a une partie de la population qu'on ne pourra jamais convaincre, ça, il faut s'y résoudre. Mais pour les autres, bon,
je pense qu'on va arriver quand même à augmenter rapidement le taux de vaccinés. Enfin, il faut espérer. Maintenant, la communication que vous avez faite est assez claire et je pense que bon, euh, il faudrait, bon, elle sera plus facile à relayer, je pense, au niveau, enfin, je vais voir, enfin, il faut voir l'avis des autres confrères, à relayer au niveau de mes patientes. Bon, déjà, moi, j'ai du mal à faire admettre, enfin, la vaccination anti-HPV parce que, bon, bah, la vaccination anti-HPV a souffert exactement des mêmes problèmes Oui, que l'hépatite B et que l'ARN messager actuel, malheureusement. Mais bon, apparemment, on y arrive, mais avec beaucoup de retard. Il faut espérer que la vaccination actuelle ne subisse pas le même sort parce qu'il faut quand même trouver le moyen de sortir de l'ornière dans laquelle on est. Enfin, j'espère. d'accord, d'accord. D'autres avis? Ah, Bonsoir. bonsoir. Est-ce qu'on peut s'attendre à enfin, des effets moins importants après la vaccination? Est-ce qu'une meilleure tolérance Non, pas avec ce vraiment. type de Enfin, alors vaccin? après, vous savez, c'est très, très difficile de répondre parce que bah, pour l'instant, les seules données qu'on a, c'est ce qui est décrit dans les essais thérapeutiques. De ce qu'on voit sur le type d'effet, sur leur fréquence, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit avec les autres vaccins. Donc D'accord, c'est pas voilà, c'est pas mais en fait la réponse à votre question ce sera quand on aura des données à large échelle ou quand vous aurez fait vous-même votre expérience de ça quoi. Là je pense que c'est difficile mais en tout cas ça a l'air d'être de le même ordre à la fois en termes de fréquence et d'importance. d'accord. Et une dernière question, si on doit aller jusqu'à la quatrième dose, est-ce qu'on peut passer donc du Pfizer à ce nouveau vaccin? Bah, alors, actuellement, la réponse est non, puisque ce vaccin Novavax, il est même pas, pour l'instant, on n'a même pas de données sur la troisième dose, même pas de données sur le rappel. Et donc, on n'a aucune idée de ce que pourra donner ce vaccin utilisé comme rappel. On a quelques données préliminaires sur des rappels faits après vaccination ARN messager, mais vraiment très très préliminaires. Donc pour l'instant, on n'a aucune recommandation pour l'utiliser pour ça. Enfin, vraiment, la difficulté, c'est un vaccin qui est vraiment sur le papier très intéressant. Euh, le, mais on se retrouve dans la même situation qu'il y a un peu plus d'un an, et avec les vaccins ARN messagers, c'est-à-dire avec beaucoup de questions, et puis sans avoir l'engouement qu'il y a eu et l'utilisation massive dans de nombreux pays. Donc ça ne se produira pas avec le Novavax. Donc on va avoir besoin de pas mal de temps pour obtenir les mêmes données, quoi. C'est un peu ça qui va constituer un frein. Et c'est vrai que je trouve qu'on est dans une situation où on va être où on va être un peu gêné pour donner des informations à nos patients parce que voilà, enfin, en tout cas, on va être dans la même situation que lorsqu'on a vacciné les premiers patients en janvier 2021. Mais ça va pas évoluer très vite. Donc ça, c'est vraiment, je pense que le voilà, le positionnement de ce vaccin, en tout cas pour nous en France, c'est vraiment les personnes qui, voilà, pour des raisons diverses et variées, ne veulent pas du vaccin ARN messager. Après, pour d'autres pays, notamment ceux qui ont du mal avec la chaîne du froid, avec le stockage, etc., là, c'est évidemment très intéressant. D'accord.
Alors, docteur Bellontul, je ne suis pas sûr d'une évolution notable au sein de la population à la Martinique. Comment est-il accueilli par par les soignants non vaccinés? Ben, pour l'instant, c'est pas vraiment accueilli parce que on n'a pas encore le vaccin et que les soignants non vaccinés qui s'expriment ne veulent aucun vaccin. Donc c'est un peu, en tout cas ceux qui s'expriment sur les médias et publiquement. Alors, Violaine Ziska, au centre de vaccination de la clinique Sainte-Marie, nous avons un certain nombre de demandes de personnes de moins de 55 ans. Il faut toujours beaucoup de tact, d'autant que les demandes émanant souvent du personnel soignant du CHUM hostile à la vaccination à ARN messager. Alors c'est vrai que voilà, pour ces patients, je pense, alors si je peux donner c'est un avis personnel, je pense que pour les moins de 55 ans, il faut utiliser le Novavax, quoi. En plus, bon, j'ai un peu du mal à imaginer qu'une personne déjà réticente au vaccin, donc sûrement avec une certaine peur vis-à-vis de la vaccination, accepte de recevoir un vaccin une fois qu'on lui aura dit qu'il y a un risque de thrombose grave avec le vaccin Janssen. Donc, je pense que c'est par contre probablement une bonne indication. En tout cas, pour répondre à la demande de ces patients, une bonne indication du Novavax. Alors, Aurélie Matine, je suis un peu réservé sur la question, pas certaine que ce nouveau vaccin puisse convaincre les réfractaires à la vaccination. Pour ma part, aucune question en consultation sur ce nouveau vaccin pour l'instant, mais cela peut évoluer. C'est sûr que si on veut rester sur des données très, très factuelles, je n'ai pas vu, alors j'ai pu rater ça, hein, mais je n'ai pas vu d'études socio-anthropologiques menées en Martinique indiquant que les personnes qui ne voulaient pas, enfin qui refusaient la vaccination ne voulaient pas l'ARN messager, mais seraient prêts à prendre une autre sorte de vaccin. Il y a quelques personnes qui me l'ont dit de manière très ponctuelle, mais je ne suis pas certain que ces personnes-là passent à l'acte et je ne suis pas certain que l'idée de mettre à disposition un vaccin pour cette indication-là, c'est-à-dire des personnes qui refusent l'ARN messager, que ça nous permette de beaucoup progresser. Alors après, je regardais les recommandations américaines là, pour préparer ce topo, et aux États-Unis, les CDC préconisent l'utilisation du Novavax pour cette indication-là, c'est-à-dire les personnes ne voulant pas de vaccin à ARN messager. Donc effectivement, on peut imaginer que certaines personnes puissent accepter ce vaccin-là, mais voilà, j'ai un peu de mal à estimer aujourd'hui la quantité de personnes concernées. D'autres questions, d'autres remarques sur le chat ou par oral? Non, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, alors juste deux choses pour conclure, puisque je vois qu'on est 41, donc je profite de pouvoir vous parler comme ça directement. Premièrement, en ce qui concerne les anticorps monoclonaux, donc on a eu un mois de janvier difficile puisque le Omicron est résistant au Ronapreve, au cocktail d'anticorps monoclonaux qu'on utilisait depuis la 4e vague, là, avec un peu moins de 350 personnes qui ont été traitées, avec, sur ce qu'on a pu voir, une très bonne efficacité. Donc, on a été obligé d'interrompre parce que voilà, il y a une résistance totale de l'anticorps qu'on avait. Et donc, on vient de recevoir un nouvel anticorps qui, lui, est efficace sur Omicron, avec les mêmes indications que celles que vous connaissez déjà, c'est-à-dire en traitement précoce chez des personnes dans les 5 jours du diagnostic et qui donc, présentent des symptômes qui ne sont pas oxygéno-requérants et qui ont des facteurs de risque de Covid grave, soit en raison de l'âge, plus de 80 ans, soit parce qu'ils sont très immunodéprimés,
soit en raison d'une maladie associée, soit en raison d'un traitement, soit parce qu'ils ont ces fameux facteurs de risque du Covid qui sont l'obésité, le diabète, l'hypertension compliquée, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, etc. Donc, dans ces situations-là, vous pouvez à nouveau nous solliciter pour qu'on organise ça. Alors, je suis en train de chercher, je vais vous le rappeler. On a un numéro de téléphone. Donc, il y a un GSM dédié, c'est 06 96. Je vais l'écrire sur le chat. Comme ça, ce sera plus simple. 06 96 03 97 08. Donc voilà, donc ça c'est sur les anticorps monoclonaux. Donc voilà, donc pour répondre à la question qui est sur le chat, donc effectivement avec cet anticorps, on récupère de l'efficacité sur Omicron. On va donc parallèlement avoir le Paxlovid qui est un traitement antiviral. Donc qui devrait arriver dans les jours qui viennent en Martinique. Donc c'est un antiviral qui a priori conserve une très très bonne efficacité sur Omicron, Delta, Alpha, etc. Quasiment pas de modification. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc vous allez pouvoir l'utiliser dans la même indication dans les 5 jours chez les patients à risque de Covid prouvé, soit par test PCR, soit par test antigénique. Donc, alors, c'est pour l'instant, c'est un médicament qui n'a pas obtenu d'AMM. Donc, il faut faire une démarche sur une plateforme. C'est ce qui remplace les ATU. Maintenant, ça s'appelle un accès précoce. Et donc, du coup, il faut s'inscrire sur une plateforme, faire une demande sur une plateforme ça permet d'imprimer une ordonnance qu'on donne à un patient avec un code barre que le pharmacien pourra vérifier. Enfin voilà, il y a tout un processus qui va se mettre en place. Donc, il y a un circuit de prescription qui n'est pas très simple. Ça, c'est le premier petit frein, mais bon, j'ai vu qu'il avait eu une AMM européenne, donc l'AMM française devrait suivre, donc cette partie-là ne devrait plus être nécessaire. Par contre, c'est un traitement qui dure 5 jours. Il y a 2 comprimés de l'antiviral et un comprimé de ritonavir, et donc 3 comprimés matin et soir pendant 5 jours. L'autre problème, c'est le ritonavir qu'on est obligé d'associer. Donc, vous vous souvenez qu'on l'utilisait avec les inhibiteurs de protéase du VIH. D'ailleurs, le Paxlovid est un inhibiteur de protéase du SARS-CoV-2. On l'utilise pour éviter qu'il soit immédiatement détruit par le système du cytochrome P450. Donc, on l'utilise comme le ritonavir comme potentialisateur de l'effet de l'antiviral. Et donc, du coup, qui dit ritonavir, en plus à 200 mg par jour, dit nombreuses interactions médicamenteuses et problèmes de tolérance. Problèmes de tolérance principalement digestive. Alors, sur 5 jours, ça ne devrait pas trop poser de problème, mais quand même. Mais c'est surtout les interactions médicamenteuses, en sachant que les patients auxquels on s'adresse là sont des patients qui sont la plupart polymédiqués. Et donc, du coup, alors il y a toute une liste de médicaments contre-indiqués, de médicaments pour lesquels il faut faire attention, éventuellement modifier les posologies. Avec le ritonavir, les œstroprogestatifs, une partie des œstroprogestatifs ne fonctionne plus, donc il faut aussi une contraception supplémentaire si on le prescrit à des femmes qui sont sous œstroprogestatifs. Enfin voilà, il y a beaucoup de précautions. Je ne vais pas les détailler là, c'est pas le sujet. Il y a beaucoup de précautions liées aux interactions médicamenteuses et ça, c'est malheureusement, à mon avis, un obstacle à l'utilisation très large de ce médicament. En sachant que aussi, là, pour les semaines à venir, on ne va pas en recevoir beaucoup, mais on va en recevoir. Et donc, alors voilà, je ne sais pas encore comment l'ARS va gérer ça, mais il va y en avoir pour les pharmacies de ville comme pour la pharmacie hospitalière.
Et donc, on pourra donner ce traitement aux personnes qui, vaccinées en échec de vaccination ou non vaccinées. Comme tous les antiviraux, ça a d'autant plus de chances de marcher que c'est donné tôt. C'est-à-dire qu'on doit le donner dans les 5 premiers jours, mais on voit dans les études. Et pour l'instant, il n'y a aucune étude publiée. Il y a juste les données des études qui ont été transmises aux agences et auxquelles on a accès, mais on voit que quand c'est donné dans les 3 jours, ça marche encore mieux que quand c'est donné dans les 5 premiers jours, mais l'efficacité pour prévenir une hospitalisation ou le décès est de plus de 85%. Donc c'est une efficacité qui est même supérieure aux anticorps monoclonaux et qui a l'avantage donc de la disponibilité en ville et de la facilité de prise, mais voilà, pour nous, la prescription est compliquée et il va y avoir un certain nombre de personnes qui ne pourront pas recevoir ce médicament. Enfin bon, voilà, si vous le souhaitez, on pourra réorganiser un petit séminaire sur ce sujet et sur les traitements précoces du Covid de manière plus large, si vous le souhaitez. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ni d'autres remarques, je vous propose de nous arrêter là. Merci à tous d'avoir répondu présent. Merci. Et puis à très bientôt. Question Merci sur le beaucoup. chat. André, merci. Ah oui, alors, il y a plusieurs questions. Alors, faut-il avoir le typage avant de donner les anticorps monoclonaux ou vous le faites car on n'a pas le typage en ville? Alors, effectivement, c'était un problème en fait. Donc, c'est le criblage, c'est savoir ce qu'on a comme type de variant. Et donc là, avec le nouvel anticorps monoclonal, on n'a pas besoin d'avoir le criblage avant, puisqu'il est efficace sur tous les variants actuellement connus. Donc on fait un criblage le jour d'administration du traitement, mais effectivement, c'est fait à l'hôpital. Donc ça, voilà, on retourne dans le fonctionnement qu'on avait avec le Ronapreve au cours de la 4e vague. Ensuite, a-t-on identifié des facteurs de risque génétiques? Il semble que dans certaines familles, il y aurait des personnes plus sensibles aux formes graves. Est-ce vérifié pour Omicron? Quel pourcentage de formes graves semble émerger? Alors, ce n'est pas des questions très sympathiques parce qu'en fait, je ne sais répondre à aucune de ces questions. Des facteurs de risque génétique, c'est compliqué parce qu'effectivement, on voit des familles entières atteintes. On n'a pas identifié, à ma connaissance, mais il y a une production scientifique qui est considérable sur le Covid et je suis incapable d'être au courant de tout. On n'a pas identifié de facteurs de risque génétique très clairs, enfin, une mutation, un groupe de mutations ou des choses comme ça. Par contre, donc pour Omicron, ce qu'on sait pour Omicron, c'est que on a une fréquence d'hospitalisation, une fréquence de forme grave qui est réduite de manière importante et heureusement parce que vous avez vu qu'on a eu un pic là avec une incidence à 3000 nouveaux cas pour 100 000 habitants par semaine, c'est-à-dire 3 fois plus que la 4e vague. Si ça avait été du Delta, voilà, on ne serait pas en train de parler là tranquillement ce soir. Donc voilà, donc c'est sûr qu'il y a une gravité qui est moindre. C'est aussi compliqué de bien l'évaluer parce que tout dépend maintenant de l'endroit où on fait les études. Et il y a deux choses qui peuvent faire varier la gravité, c'est les variants antérieurs qui ont circulé dans la population, et selon les endroits du globe, ce n'est pas les mêmes variants. Et puis, il y a la couverture vaccinale dans le territoire sur lequel on fait l'étude. Ce qu'on voit de manière assez claire, c'est que chez les personnes vaccinées, et vaccinées 3 doses, il y a des infections, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes vaccinées, donc la vaccination ne protège pas bien contre l'infection par Omicron. Par contre, il n'y a quasiment pas d'hospitalisation et a fortiori de formes graves chez les personnes vaccinées. Chez les non vaccinés, il y a moins d'hospitalisation, moins de formes graves, mais il y en a quand même. Merci. Ah bah les questions arrivent là. Alors, y a-t-il possibilité d'administrer le Paxlovid chez un patient qui a reçu des anticorps prophylactiques et Vuchel? La réponse est oui.
C'est effectivement, ça fait partie des traitements. C'est-à-dire que dans un cas, c'est donc un traitement prophylactique chez quelqu'un de très immunodéprimé, n'ayant pas répondu à la vaccination. Et donc, c'est un échec des anticorps prophylactiques, mais non, il n'y a pas de problème, c'est prévu. Alors, Kate Lewis demande quel est l'état de l'hôpital avec Omicron, moins d'hospitalisation par rapport aux formes graves. Alors, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que voilà, si ça avait été aussi grave que la 4e vague, vu le taux d'incidence, ça aurait été encore plus désastreux. Là, le problème qu'on a à l'hôpital, c'est qu'on est dans un état de... En fait, on n'a jamais terminé la 4e vague, on n'est jamais redescendu à zéro, comme par exemple ce qui s'est produit en Guadeloupe. En réanimation, il y a toujours eu 24-25 personnes minimum, et on a toujours gardé des unités Covid. Donc là, on a quand même été obligé de réouvrir des unités Covid, de réouvrir des lits de réanimation. Et on est dans une situation de saturation quotidienne par manque de ressources humaines. Là, c'est pas, on aurait les capacités techniques immobilières d'ouvrir des lits supplémentaires, mais aujourd'hui, on a énormément de mal à faire fonctionner la réanimation, qu'elle soit Covid ou non Covid, et la médecine, qu'elle soit Covid ou non Covid, par manque de médecins et d'infirmières. Et c'est ça qui nous met dans une tension où voilà, tous les jours, on se demande comment on va faire le lendemain pour arriver à prendre en charge les patients. Donc une situation encore très critique, mais pour des raisons un peu différentes de celles qu'on a connues en juillet, août, septembre. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose pour le coup d'arrêter vraiment et je vous dis bonne soirée et à bientôt. Professeur Gabriel, à bientôt.